Il faut déjà dire qu'en termes de contexte, cette étude que je vais vous présenter, ou cette présentation que je vais vous présenter, est issue de mes travaux de thèse, qui elle-même est ancrée dans le projet Péditest. Lequel projet Péditest, en fait, a proposé un dépistage systématique à tous les enfants de 6 à 26 semaines, donc à tout enfant venant. Et par rapport donc à cette proposition, nous nous posions en fait la question de savoir comment réagirait le personnel soignant et les parents face à ce dépistage précoce pédiatrique. Donc pourquoi le personnel soignant et les parents refuseraient le dépistage des enfants de 6 à 26 semaines? L'objectif en fait était d'analyser chez le personnel de santé les perceptions et les pratiques de dépistage pédiatrique et comprendre chez les parents les raisons du refus ou d'acceptation de ce dépistage. Nos données ont été recueillies dans 3 différentes formations sanitaires, dont la formation FSU-COM d'Abo Abokatié, l'hôpital général de Koumassi, l'hôpital général de Bonois. 2 techniques ont été mobilisées. Donc l'observation libre et non structurée des interactions entre personnel soignant et parents des nourrissons, donc parents des enfants. Et donc nous avions aussi mobilisé 2 guides d'entretien en 3 étapes et à passage répété. 50 sujets en fait ont été touchés, dont les parents, les pères des enfants au nombre de 10, les mères au nombre de 30 et le personnel soignant au nombre de 10. Comme nous avions exploité nos données en procédant par transcription de nos entretiens et des notes d'observation et par tri thématique. Après, nous avions procédé aussi par analyse du contenu. Le personnel soignant refuse-t-il vraiment le dépistage pédiatrique? Nous nous sommes rendus à la suite de cette étude que le personnel soignant ne refusait pas de procéder ou de proposer le dépistage pédiatrique aux parents pour leurs enfants. Mais en fait, ils avaient, selon qu'ils avaient une logique biologique vis-à-vis de l'infection, de la transmission de l'infection de la mère à l'enfant, et qu'ils avaient une certaine difficulté à faire piquer l'enfant, donc la peur des aiguilles. Ils avaient développé une stratégie en fait qui procédait par un ciblage des enfants qui étaient exposés. Donc c'est à ces enfants-là seulement qu'ils proposaient le dépistage. Donc de façon précise, la proposition était faite d'abord chez les mères pour éviter tout traumatisme aux enfants. Et quand la mère acceptait, on lui faisait le test, et quand elle est dépistée positive, alors là, on était obligé de passer au dépistage de l'enfant. L'autre stratégie, c'était, comme je le disais tout à l'heure, de cibler déjà dans leur file active toutes les mères qui sont positives, qui prennent leur traitement sur le site, et proposer aux enfants de ces mères-là le dépistage de leur enfant. Après cela, nous posions la question de savoir si c'était la bonne façon de faire. Bonne façon, parce qu'en fait, nous sommes en Côte d'Ivoire, qui a un faible niveau de couverture PTME, périnatale. On a quand même de nombreuses femmes qui refusent la proposition de se faire dépister en CPN. Et dans la majorité des cas, comme l'a si bien montré le projet Pearl, qui en fait est un projet qui a proposé un dépistage du placenta à toutes les mères en couche. Donc dans ce projet, on a compris que dans la majorité des cas, les femmes accouchées ayant refusé le test ont été dépistées positives au VIH. Et ces femmes-là, en fait, procédaient à un changement de lieu de consultation où elles n'accouchaient pas dans la formation sanitaire qui a servi à leur consultation prénatale. Alors, face
à ces différents constats, la question que nous posons était de savoir si cette façon de faire était vraiment pertinente. En vrai, cette façon de faire a été héritée des recommandations de l'OMS introduites depuis 2010. Mais en Côte d'Ivoire, actuellement, il y a un projet qu'on appelle DEPIS-NEO qui aide à mettre en place un système d'information qui fera le lien entre la mère et l'enfant dès la naissance jusqu'au diagnostic et la transmission de l'infection VIH. Donc avec ce projet, on saura vraiment si la façon de procéder à un dépistage ciblé des enfants exposés ou à un dépistage d'enfants tout venant, en fait des deux stratégies, en tout cas, quelle est la bonne. Le dépistage, le principe de dépistage pédiatrique, en fait, suffit-il aux parents? Et ici, j'appelle principe de dépistage l'incorporation de la façon de voir biomédicale, qui est qu'il faut dépister plutôt l'enfant et quand l'enfant est positif, on lui donne un traitement antirétroviral pour qu'il puisse se sentir bien, grandir comme il le faut. Mais ce principe-là, nous nous sommes posé la question de savoir si ce principe-là suffisait aux parents, suffisait à lui seul aux parents pour qu'ils acceptent automatiquement de faire dépister leurs enfants. Et nous nous sommes rendus compte que ce dépistage-là seul ne suffisait pas. Mais les parents acceptaient ou refusaient de faire dépister leurs enfants à la suite d'un agrégat de facteurs, dont les connaissances des modes de transmission, les perceptions, les représentations de l'infection et du test pédiatrique. Et vous voyez là, j'ai mis un ensemble de verbatims. Le premier dit « Mon enfant est encore bébé, il n'a rien fait pour mériter ça. Je suis toujours resté dans mon coin et je n'ai rien fait comme bêtise. Ce qui est sûr, comme il ne sait rien encore, Dieu l'épargnera. » Donc en fait, tous ces différents verbatims montrent, en fait, nous ramènent à des clichés beaucoup plus anciens qui lient la présence d'infection à VIH à ce qu'on ait eu une vie dévergondée, ou que de toutes les façons, l'enfant n'ayant pas, à son âge, n'ayant pas eu contact ou n'ayant pas eu de rapport sexuel, au cas où, par sa mère, il pourrait être exposé ou il pourrait être infecté, Dieu pourra l'épargner. Donc en fait, toutes ces représentations-là mettent en jeu ce qu'on appellerait des références magico-religieuses ou des références persécutrices, parce que il faut bien poser un acte pour en récolter le revers de cet acte. Mais en même temps, on remarque au travers de nos données une certaine résistance représentationnelle qui a été notée par Pierre-Joseph et Dédie Seri. Et donc pour dire que toutes ces représentations, depuis le début de l'infection jusqu'à aujourd'hui, ne cessent encore de circuler, ne cessent encore de vivre, de continuer de vivre. Donc nous avions aussi l'environnement communal de proposition du test lui-même qui influait à l'acceptation ou au refus de ce test-là. Donc il y a la culture d'échange entre conjoints, donc qui permettait de mettre en place un cas d'échange sur le VIH. Et une fois ce cas d'échange sur le VIH a mis sur pied ou est existant déjà, permettait une facilité de parler du test de VIH au père ou au conjoint, et donc tenait aussi compte du dépistage déjà réalisé chez l'un des parents ou chez la mère et de la disponibilité du résultat de ces tests-là. Je veux aussi rappeler que dans le processus de proposition du test, et pour ce qu'on a l'habitude de voir, c'est les mères vis-à-vis de l'enfant dont on doit prendre en charge ou de l'enfant qui est malade,
en Afrique comme en Côte d'Ivoire, c'est surtout les mères qui sont portées à se rendre dans les formations sanitaires. Donc ici, la proportion des tests a toujours été faite d'abord à la mère qui se verrait aller informer le père. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans ce cadre-là, tant qu'il n'y a pas eu de cas d'échange au préalable, ou tant que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait un cas d'échange, ce n'est pas sûr que la mère puisse passer l'information à l'époux, au conjoint, pour qu'ensuite le test de l'enfant se réalise. Il y a aussi l'environnement social qui a pris en compte des conceptions des conjoints sur le genre, la gestion des besoins de l'enfant et la paternité même de la décision du test à réaliser chez l'enfant. À la suite de cela, nous nous sommes rendus compte entre ces différents facteurs, il est né un certain nombre d'interactions. Donc, et ces différentes interactions, ces différents facteurs et les interactions qui en découlaient contraignent en fait d'un côté les parents qui acceptent de faire dépister le test et ceux qui refusent de le faire à un certain nombre de stratégies. Les stratégies en fait des mères qui acceptent le dépistage pédiatrique partent du fait qu'elles sont convaincues des bienfaits du dépistage pédiatrique et elles se déterminent à tout mettre en œuvre pour le faire réaliser chez l'enfant. Et cela se traduit par la détermination à adopter trois types de stratégies, dont l'insistance et la soumission. Donc, avec elle, il y a ce partage de l'information de faire dépister l'enfant qu'elle a reçu à l'hôpital. Mais dans tous les cas, elle attendrait l'avis favorable de l'époux avant de pouvoir passer à l'acte. Il y a l'insistance dissimulation. Comme les premières, elles incorporent le principe, elles en parlent à l'époux. Mais à la différence de ces premières-là, donc, elle peut procéder au test de l'enfant sans réellement le dire à l'époux si jamais celui-là s'opposait à un quelconque test de l'enfant. C'est possible, ou c'était possible, parce que dans le processus du projet Péditest, le consentement pour le dépistage de l'enfant devait réunir les deux consentements des deux parents. Donc, si le père refuse, en fait, ou même si, on va le voir par la suite, si même le père est d'accord, que la mère n'est pas d'accord, elle peut revenir à l'hôpital, dire que le père n'est pas d'accord, puisqu'elle est toujours seule à être en face du personnel soignant et pouvoir faire passer son message. Donc, la stratégie maintenant des mères qui refusent les tests de dépistage pédiatrique, on pourrait les regrouper en trois catégories. Celles qui disent à la fois non au principe de dépistage pédiatrique et à celui de l'enfant. Elles souhaitent recueillir l'avis du père, mais elles recueillent l'avis du père. Et là, c'est la stratégie de rétention de l'information. On a par la suite celles qui disent non au principe de dépistage pédiatrique et à celui de leur enfant et ne souhaitent pas recueillir l'avis du père. Donc, c'est la soumission. Oui au principe de dépistage pédiatrique et ne le veulent pas pour leur enfant, mais souhaitent recueillir l'avis du père. Et là, c'est les mères en fait qui défieraient la décision du père. Donc en fait, on a à ce niveau-là, pour les mères qui refusent, on a la rétention de l'information parce qu'elles croient encourir des risques au cas où l'enfant était dépisté. Et là, elles font le lien entre leur infection, si jamais elle était, et celui de l'enfant.
parce que dans le processus encore de proposition des tests, on prenait le temps de leur expliquer le processus réel d'infection de la mère à l'enfant. Donc il y a la soumission, donc informée par principe. Donc ici, elle préfère l'informer par principe et par soumission, parce que le conjoint, il est le père et il est le chef de famille. Donc en tant que tel, elle préfère le faire. Mais ce qui aussi obéit à un certain nombre de dispositions qui sont prises, qui sont pratiques dans leur couple, qu'elle ne voudrait pas briser. Donc par principe, elle veut vraiment informer le l'époux. Avec la stratégie de défiance, ces mères sont non consentantes, à la fois pour le principe de dépistage, mais aussi pour le test de l'enfant. Et elles pensent également informer l'époux. Et s'il est d'accord avec elle, elle compte s'y opposer sans le faire savoir. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure qui était vraiment possible dans le processus du projet Péditest. Donc pour résumer ici, rétention et défiance, parce que stigmatisation, rejet, abandon, dislocation des familles, exclusion, bannissement. Donc pour finir, juste pour vous présenter un modèle théorique qui pourrait servir à des recherches sur la question du dépistage pédiatrique, qui en fait me permet de vous expliquer que à la suite de mes recherches, en fait, il faut, dans le cadre d'un dépistage pédiatrique, inclure ou approcher par des enquêtes quatre acteurs bien précis: le personnel soignant, les parents ont tenu compte du personnel soignant, des parents, de l'environnement social lui-même et de l'environnement conjugal de proposition de ce test-là. Et cet environnement, en fait, ces différents environnements peuvent évoluer. Ils peuvent évoluer parce que l'environnement conjugal de test, à un moment donné, les parents peuvent ne jamais avoir fait de test, mais à un autre moment donné, ces parents peuvent avoir fait le test et avoir les résultats. Donc, c'est des choses qui peuvent évoluer, mais ces différents éléments s'interagissent et agissent dans l'acceptation ou le refus du test. Je vous remercie.